Bien, bah écoutez, bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors, les habitués de ce cycle de conversation publique auront remarqué que nous sommes ce soir exceptionnellement peu nombreux, d'où l'invitation de Philippe Audic à vous rapprocher un peu de nous. Je n'en connais pas bien la raison. J'ai tout de même une hypothèse, outre la pluie, les embarras de la circulation et tout ça. C'est peut-être le fait que dans ces rencontres, on a invité des économistes, des urbanistes, des sociologues, des philosophes, des géographes, mais jamais d'écrivains, jamais de romanciers. Et c'est possible que cette invitation ait pu un peu déconcerter une partie de notre public habituel. C'est très dommage, évidemment, d'autant plus que plutôt que de littérature à proprement parler, ce soir, nous allons parler du contenu du livre qui nous dit des tas de choses intéressantes sur la société dans laquelle nous vivons. Un mot de présentation de notre invité, Aurélien Bélanger, qui est né en 1980, c'est bien ça, à Laval, qui a un peu d'attache nantaise. Dans cette ville vivent ses parents, et il y a à la toute fin du siècle dernier, mené des études en classe préparatoire littéraire. Mais ce n'est pas en raison de ces affinités nantaises un peu ténues que nous l'avons convié ce soir, c'est parce que il est l'auteur d'un gros roman paru à la rentrée, dont on a beaucoup parlé, qui s'appelle La théorie de l'information. Pour le présenter rapidement, je ne vois rien de mieux que de lire au moins des extraits de la 4e de couverture, qui, une fois n'est pas coutume, est plutôt bien faite. Ah, voilà, l'auteur est à mes côtés. Et donc, la théorie de l'information, c'est le titre du roman, est une épopée économique française, pardon, quelle obsession, de l'invention du Minitel, l'arrivée des terminaux mobiles, de l'apparition d'Internet au Web 2.0, du triomphe de France Télécom au démantèlement de son monopole. On assistera à l'irruption d'acteurs nouveaux, souvent incontrôlables. La théorie de l'information est l'histoire de Pascal Ertanger, le plus brillant d'entre eux, donc qui est le héros, si j'ose dire, du roman. Adolescent solitaire, épris d'informatique, il verra son existence basculer au contact de certains artefacts technologiques. Éditeur de jeux en basique, pornographe amateur, pirate récidiviste, investisseur inspiré, il deviendra l'un des hommes les plus riches du monde. La théorie de l'information raconte aussi comment un article scientifique publié en 1948 a révolutionné l'histoire des télécommunications et fait basculer le monde dans une ère nouvelle baptisée Âge de l'information. Pascal Ertanger s'en voudra le prophète exclusif. La théorie de l'information évoque enfin le destin d'une planète devenue un jouet entre les mains d'un milliardaire fou. Voilà pour l'argument du livre. Pascal Ertanger, ça a été souvent remarqué, ressemble fort, peut-être en direz-vous 2 mots tout à l'heure, à un personnage de la vraie vie, de la vie réelle, Xavier Niel, qui est le fondateur de Free, qui a fait fortune dans le Minitel Rose. On dit que c'est la 12e fortune de France aujourd'hui, et il est devenu, il y a quelque temps, copropriétaire du quotidien Le Monde. Mais on trouve dans ce livre d'autres personnes existantes, Jean-Marie Messier, par exemple, Thierry Breton et Nicolas Sarkozy. Il y a une scène hilarante là, de conversation avec l'ancien président de la République, où sa manière de s'exprimer est fort bien rendue. Bref, c'est un livre qui met notre temps en histoire. Et c'est cela qui va nous intéresser ce soir. On ne va pas discuter. Bon, c'est un livre qui a été très, très discuté, très, très lu. Et en gros, il y a deux types d'accueil, si vous voulez. Il y a des gens, pour reprendre l'expression d'un article de l'Express, un article désagréable, qui disent que ce livre est ennuyeux comme un annuaire électronique. Et puis, il y a d'autres, notamment dans les Inrocks, où on n'hésite pas à comparer Aurélien Bélanger à Balzac. Donc on ne va pas discuter de cela ce soir. En tout cas, la comparaison avec Balzac a au moins ceci de vrai, que c'est un roman qui prend
à bras-le-corps notre histoire, comme le faisaient les romans réalistes français du XIXe siècle. C'est un roman qui parle de notre temps et ce n'est pas une petite miniature intimiste et formaliste comme les rayons de nos bibliothèques et de nos librairies sont souvent encombrés. Est-ce que vous vous retrouvez dans cette présentation globale ? Oui, complètement, je valide tout. Et même j'ajoute que l'un des enjeux du livre à un moment est de rendre l'annuaire électronique intéressant. Parce que le personnage pirate l'annuaire électronique. Donc même cette comparaison n'est pas finalement désagréable. Alors, quand même, bon, vous aviez déjà écrit un essai sur Houellebecq, sur Michel Houellebecq, mais ceci est votre premier roman, un roman ambitieux, un roman roboratif. Pourquoi et comment se lance-t-on dans une telle entreprise ? Et pourquoi choisir ce sujet et cette manière d'écrire ? Bon, le tout début, c'est compliqué, donc je ne vais pas vous refaire l'historique. Et surtout, j'ai largement oublié ce qui s'est passé, mais je me souviens juste, à Noël, ça devait être à Noël, il y a 3 ans, je me suis vraiment rendu compte que j'avais un bon sujet entre les mains. Et j'avais commencé le travail depuis 2-3 semaines. Et l'histoire de l'informatique est un sujet passionnant, l'histoire des télécommunications est un sujet passionnant, l'histoire économique de la France de ces 30 dernières années est un sujet passionnant. Donc ça faisait beaucoup de raisons de continuer. Oui. Enfin, vous aviez, bien sûr, c'est un sujet passionnant, mais bon, qui nécessite quand même un certain nombre de connaissances. Il y a un travail documentaire qui semble important. C'est un sujet qui, a priori, vous intéressait, sur lequel vous étiez qualifié. Vous avez tout appris en travaillant ce roman. Non, l'intérêt d'être romancier, c'est qu'on a le droit d'être qualifié en rien. Et ensuite, c'est aussi l'intérêt d'être un peu geek, c'est on peut se qualifier très vite en tout. Donc l'idée, je connaissais à peu près les grandes lignes, mais avec un peu de courage et un certain sens du travail, on arrive à passer de 0 à une valeur un peu plus élevée dans des domaines quelconques. La théorie de l'information, je l'avais croisée un peu dans mes études de philo. On me l'avait présenté comme un possible nouveau paradigme unifiant toutes les sciences. Ça a été pas mal contesté dans les années 70. Je sais qu'il y a eu des tentatives d'unifier et les sciences humaines et les sciences dures autour du paradigme de la théorie de l'information. On en a fait une théorie capable d'expliquer la biologie moléculaire et les sociétés humaines au sens large, et la physique quantique et plein d'autres domaines. Il se trouve que la théorie de l'information, à ce niveau-là, elle était un peu en recul, parce que ça n'a pas si bien marché que ça, mais elle a triomphé dans son domaine de prédilection, qui est la description des processus de communication. Et du coup, moi, ça m'intéressait, parce que ça me permettait d'être un peu exhaustif sur une théorie scientifique qui naissait, qui connaissait une efflorescence très rapide et qui d'un coup basculait du côté des sciences appliquées et qui, dans les sciences appliquées, en l'espace de quelques décennies à peine, allait complètement bouleverser le monde. La théorie de l'information, à la base, c'est Claude Shannon, un ingénieur en télécommunications américain, qui a un peu travaillé sur le radar avec Norbert Wiener, l'inventeur de la cybernétique pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a dû rencontrer Turing, on pense, et qui travaille dans les laboratoires Bell, donc la grande compagnie de téléphone américaine de l'époque, qui sont le meilleur laboratoire du temps pour les sciences de la communication. Et il décide de formaliser ce que c'est qu'un processus de communication. Donc, le schéma de Shannon est connu, vous avez dû le voir dans vos études, c'est à peu près sûr, avec à gauche l'émetteur, au milieu la voix et à droite le récepteur, et en bas un petit carré qui indique le bruit qui peut affecter le message. Et partant de là, il va théoriser pour la première fois le concept d'information. Le concept d'information jusqu'à Claude Shannon est pré-scientifique. On en parle depuis un demi-siècle, mais on ne sait pas ce que c'est. Et Claude Shannon va le définir pour simplifier l'information. La meilleure définition, d'ailleurs, c'est celle du psychiatre Gregory Bateson, qui était lié à la cybernétique à cette époque. Il dit que l'information, c'est n'importe quelle différence qui fait la différence. L'information, c'est la surprise par rapport à un processus. Plus il y a d'incertitude dans un processus, moins on connaît les résultats qui vont sortir, plus potentiellement il y a d'informations. Si on est à peu près sûr que, des sondages indiquent que le candidat vert va gagner à 90%, les élections vont apporter peu d'informations, mais si une incertitude 50-50, on ne peut pas savoir avant que l'événement se produise. Donc là, l'information est maximisée. Partant de ces intuitions très simples, donc Claude Shannon les formalise. Et il explique en gros la capacité d'une voix étant donnée, voilà quel type de codage il faut faire pour à la fois optimiser son rendement
et pour permettre de véhiculer le plus d'informations possible avec le moins de pertes possible. Ça a l'air comme ça un peu rédhibitoire. Il y a un exemple que je trouve très chouette, c'est l'exemple de l'ADSL. Il y a eu des expériences qui ont été menées. À l'époque, on a lancé le Minitel. France Télécom cherchait des relais de croissance. Enfin, l'ancien France Télécom cherchait des relais de croissance pour assurer l'avenir, parce que tous les foyers étaient reliés au téléphone. Ils avaient une première expérience qui était d'imposer le visiophone à tous les foyers. Ils avaient mené une expérience préliminaire à Biarritz, mais ça s'est pas fait parce qu'il fallait la fibre optique pour faire transiter de l'image, parce que les fils de cuivre étaient de mauvaise qualité, etc. Or, qu'est-ce qui s'est passé à partir de 99 en France? On a inventé pas en France, au niveau mondial, mais on a inventé la DSL. La DSL, c'est une procédure de codage, c'est-à-dire du pur Claude Shannon, de la pure théorie de l'information. On a une voix pourrie, d'extrême mauvaise qualité, sujette aux interférences. On va pas y toucher, mais on va être juste capable, en modifiant le signal, en le dotant de redondance, en le dotant de procédures d'autocorrection, on va être capable de faire transiter de l'image. La chose qui était prétendument impossible 30 ans avant est devenue possible juste par une application stricte des théorèmes de Shannon. Et la théorie de l'information, c'est plein de petites prouesses techniques qui sont comme ça invisibles, mais de moments où on peut pas, et puis en fait on peut. On peut pas communiquer avec un satellite ou envoyer des images de Mars, en fait si on peut. Et on peut, et en améliorant la puissance des antennes, etc., mais en améliorant cette chose qui est complètement invisible, qu'en améliorant les procédures de codage. Donc, au passage, l'une des grandes révolutions de l'art du codage, ça a été l'invention des turbocodes au début des années 90, qui ont été inventés dans les laboratoires de Rennes, où a été aussi inventé le Minitel. Donc, il y a aussi toute une histoire industrielle comme ça qu'il était amusant de retranscrire. Alors, je ne voudrais pas que vous soyez terrifié par la présentation qui vient de vous être faite. Il n'y a pas besoin d'être un spécialiste des doctrines, des théories de l'information pour lire ce livre, qui est un livre aussi furieusement romanesque. De même qu'aujourd'hui, en lisant, on parlait de Balzac tout à l'heure, parlons de Zola, quand on lit aujourd'hui Au bonheur des dames, on comprend tout de l'histoire de la grande distribution. Peut-être dira-t-on au XXIe siècle, et bien écoutez, pour comprendre la révolution technologique, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, comme on persiste à dire, au début, enfin la fin des années, la fin du XXe siècle, au début du XXIe siècle, il faudra lire Aurélien Bélanger. C'est en tout cas c'est l'objectif. Tout le mal que je vous souhaite. Parce que bon, il y a des personnages romanesques. C'est une affaire d'ascension sociale. Il y a un côté illusion perdue aussi dans ce livre. Donc rassurez-vous, ça se lit très bien. N'ayez pas peur. Alors, il me semble quand même qu'il y a dans votre choix, de l'intérêt que vous avez porté au sujet, un effet de génération. Je rappelle que vous êtes né en 1980 et que pour vous, le Minitel, en effet, c'est de l'histoire et quasiment de l'histoire ancienne. Pour moi, c'est une évidence, ouais. Enfin, il y a une sorte de dicton geek qui dit les technologies qui apparaissent entre votre naissance et vos 10 ans, vous penserez qu'elles sont naturelles. Les technologies qui apparaissent entre vos 10 et vos 20 ans, vous ferez probablement vos vies dedans. Et les technologies qui apparaissent une fois que vous avez 20 ans ou 30 ans, je ne sais plus, vous les comprendrez jamais vraiment tout à fait. Ouais. Donc, moi, voilà, le Minitel, c'est la nature. Ça paraît bizarre, mais ça me semble normal que le Minitel existe. Internet, ça va, je l'ai apprivoisé à peu près tard, mais je pense que je maîtrise. Éventuellement, l'Internet mobile, peut-être que je ne serai jamais complètement opérationnel. Et oui, tout ce qui reste à dire. Oui, attendez. Attendez, non, ce que je propose, c'est qu'on fasse comme on fait d'habitude, c'est qu'on mène... D'accord, non mais c'est qu'on mène bien la conversation et qu'ensuite on donne la parole à la salle pour la clarté du débat. Et effectivement, on reprendra votre J'aurai une réponse en plus. Votre question, voilà. Notre invité a une réponse. D'accord. Il y a un passage au début du livre que j'ai trouvé particulièrement éclairant, pour moi qui ne suis absolument pas un spécialiste de la question. C'est quand vous écrivez que chaque médium peut être décrit en faisant intervenir seulement 3 critères. La temporalité, le degré d'interactivité, le champ de diffusion. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? En fait, c'est quelque chose d'absolument fascinant. J'ai
me suis un peu plongé dans toute cette affaire du Minitel et du lancement du Minitel. En gros, pour faire simple, je résume, peut-être monsieur me contredira, mais la DGT, donc l'ancêtre de France Télécom, c'est à peu près Apple, quoi. Ils font un truc... La DGT, c'est la Direction Générale Ouais. des Télécommunications. Ils font une sorte de chef-d'œuvre d'ergonomie, ils font des études de marché très complètes, et ils arrivent à ce truc. Finalement, le Minitel, on s'en moque beaucoup. On s'est encore plus moqué des premiers Minitel qui avaient un clavier alphanumérique plutôt qu'AZERTY. Il faut comprendre qu'il fallait faire adopter un ordinateur à des gens qui savaient même pas ce que c'était qu'une machine à écrire, et massivement. Donc, on s'émerveille d'un enfant devant un iPad. Il fallait imaginer, je sais pas, un paysan creusois devant un Minitel. C'est peut-être moins merveilleux, c'est moins mignon, mais donc voilà. Donc tout ça pour dire que des quantités d'études ont été menées. Il y a eu le rapport Noraminck, par exemple, sur l'informatisation des sociétés, je crois, en 78. Le rapport Noraminck, c'est une étude américaine qui est vraiment passionnante, où des sociologues ont quantifié le nombre de mots qu'on était capable d'assimiler par jour. Je crois qu'ils arrivent à 40 000 ou 80 000 mots. Et c'est la première fois, c'est vraiment intéressant, parce que c'est des choses qu'on retrouvera de façon très contemporaine avec Internet, quand on parlera d'Internet comme une économie de l'attention. On connaît à peu près, depuis ces études, la taille moyenne du cerveau humain, la capacité d'attention du cerveau humain. C'est 80 000 mots. On connaît les techniques d'acquisition massive de mots à l'époque. C'est principalement la presse et très en deçà la littérature et la radio. Enfin bon, c'est évolutif. Donc partant de là, on a à peu près l'objectif à remplir. Comment mettre 80 000 mots, je caricature, dans la tête des gens. Donc on a différents moyens, et puis en fait on va les mettre sur un axe. Donc il y a des moyens quotidiens, donc une rapidité moyenne et une interactivité faible, mais très massif. Donc c'est le journal, interactivité par les petites annonces, mais quand même grosso modo unidirectionnelle avec un temps. Il y a la radio c'est immédiat, mais il n'y a aucune possibilité d'interaction des auditeurs, etc. Donc on met tous les différents médias comme ça sur un axe. Le téléphone, interaction très forte, mais immédiateté très bonne, mais catastrophe au niveau de toucher beaucoup de gens. Je note au passage, je fais des petites parenthèses, mais que l'une des expériences sur lesquelles avait travaillé la DGT avant le Minitel, c'était une expérience de téléconvivialité. Donc on avait déjà l'idée de faire parler plus de gens sur une ligne téléphonique. Ça n'avait pas marché. Mais donc voilà. Et donc de façon très abstraite, et c'est une sorte de petit chef-d'œuvre de la pensée technocratique française, on met tout sur un axe. On fait tiens, il y a un vide au milieu. Il n'y a pas le machin qui permet de communiquer massivement, immédiatement et de façon interactive. Et donc voilà. Et le Minitel. C'est quasiment comme si l'idée précédait le machin. Et concrètement, qu'est-ce que c'est qu'un Minitel ? C'est la conjonction système qui existe. C'est le téléphone, le télétexte qui venait d'être mis au point. Et le problème du télétexte, c'est que c'est unidirectionnel, parce qu'on doit avoir dans le flux hertzien tout. Parce qu'on ne sait pas à l'avance si les gens vont taper 891 la météo, 894 le tiercé. Donc on est obligé d'envoyer tout et que les gens font la sélection après. Le Minitel, c'est l'idée, non, on va pas leur envoyer tout, on va leur laisser la possibilité, par un petit flux ascendant, de faire une sélection. Et ça, c'est le Minitel. D'ailleurs, les premiers Minitel étaient en 2 parties. C'était une sorte de truc plat qui se mettait sous la télé. Donc le Minitel, donc, quand je caricature, je dis c'est Apple, c'est que c'est assez marrant marrant, ou je sais pas si c'est le mot, mais quand on analyse le détail du truc, ça a été vraiment pensé. C'est un objet qui a été profondément pensé. D'ailleurs, pour finir, le truc est rentable. Mi-90, je pense, le seuil de rentabilité est atteint. Alors le Minitel, c'est une fabuleuse réussite ou c'est un terrible échec ? Alors en 95 encore, je cherche l'année, je la connais pas où se fait le point de bascule, mais je crois encore en 95 le chiffre d'affaires national en France du Minitel est supérieur au chiffre d'affaires mondial d'Internet. Donc on a beau jeu de dénoncer le retard français, sauf que en l'occurrence le truc était rentable. Le problème, effectivement, il y a peut-être eu 2-3 années de retard après qui ont été pris, qui ont été compensés en fait avec le développement assez rapide de la DSL en France. Mais non, mais c'est compliqué. C'est un succès parce que c'est un succès dans la mesure où des gens ont gagné de l'argent. C'est un échec dans la mesure où on pensait qu'on allait créer un forum démocratique et puis on a créé du Minitel Rose. Bon, enfin voilà, en fait c'est très intéressant. Mais la question plus profondément, quels sont les critères pour juger du succès ou des échecs des choses ? D'autant plus quand c'est un objet public. Bon, le succès de l'iPhone, c'est clairement les 700 milliards de dollars de bénéfices d'Apple. Le succès du Minitel, c'est quoi ? C'est une génération de gens qui vont s'enrichir très très vite. Xavier Niel, par exemple, ou Claude Perdriel, ou quelques autres. Une génération... il y a cet aspect.
est-ce que d'un point de vue, il y avait des objectifs très forts de citoyenneté. Est-ce que le Minitel a créé du lien social ou l'a défait Grosso modo, au début, les gens discutaient de façon gentille, et puis le Minitel Rose, c'est devenu une industrie du sexe comme une autre, donc ça a peut-être pas apporté quelque chose. Enfin voilà, il est très compliqué de juger. Enfin, j'imagine il y a des politiques d'évaluation tout le temps, des politiques publiques et économiques, mais là il est difficile de juger le Minitel. La seule chose qu'il faut remarquer, c'est que il y avait un courage politique qui était très fort. D'ailleurs, c'est pour ça que le Minitel n'a pas été exporté. Le Minitel n'a pas été exporté parce qu'il n'était pas bien. Le Minitel n'a pas été exporté parce que aucun pays au monde, si ce n'est la France, avait des volontés colbertistes aussi fortes de subventionner massivement la distribution de ce terminal. Je sais plus, le parc de Minitel, j'ai oublié les chiffres, mais très rapidement, il est de plusieurs millions d'unités, et qui ont été payés une bouchée de pain par les personnes. Et donc il faut un peu plus d'une dizaine d'années pour que ce soit rentable. Mais Ariane, je ne sais pas combien de temps ça a mis pour être rentable. Airbus, je ne sais pas combien de temps ça a mis pour être rentable. J'ai l'impression qu'à ce niveau-là, c'est un succès, ouais, le fait que ça soit devenu rentable. Et qu'est-ce qui fait que ce soit Internet qui se soit imposé ? C'est une histoire intéressante et qui est c'est quasiment c'est de l'histoire des idées. Et en seconde partie, c'est l'histoire des techniques. Il y a deux grandes techniques, enfin il y en a plus, mais les deux grandes techniques en présence à l'époque, c'était la communication par circuit, qui était du genre communication téléphonique. Je relie A à B par une ligne éphémère, mais une seule ligne. Et il y avait la communication par paquet, c'est A et B, on s'en fout, on lâche les trucs dans la nature, et puis advienne que pourra. Vous êtes un ingénieur télécom français qui avait des grosses responsabilités. A priori, vous choisissez le truc où on vous dit c'est sûr. Surtout que le réseau Transpac, l'ossature du Minitel, c'était de l'ordre d'une erreur toutes les milliards et les milliards de caractères transmis. Alors qu'Internet, le fonctionnement, c'est on lâche les paquets dans la nature avec l'adresse dessus. Si le facteur les trouve, il va les emmener. Et puis s'il les trouve pas, la personne, mon correspondant, va me rappeler pour me dire hey, renvoie-moi le paquet. C'est ça le fonctionnement d'Internet. C'est aussi pour ça que c'est très robuste. Donc au final, les messages, ils arrivent aussi bien dans les deux cas, sauf qu'il y en a un où ça a rassuré le technocrate et l'autre où ça l'a inquiété. Il faut savoir que le Minitel s'impose, le réseau Transpac qui est porté par Gérard Terry, le directeur de la DGT à la fin des années 70, s'impose contre le système Cyclade, qui est un système français de communication par paquet, donc plus une architecture d'Internet qui est portée par Louis Pouzin. Et bon, il y a eu un choix, c'est un peu, toute proportion gardée, le choix qui est fait entre le TGV et l'aérotrain, quoi. Bon, il se trouve que le modèle de l'aérotrain n'a pas triomphé dans le monde, mais on pourrait être beaucoup plus ridicule, on pourrait être très ridicule avec un TGV complètement invendable parce que tout le monde a choisi l'aérotrain. Il se trouve que le Minitel, ça a été ça. On s'est retrouvé assez vite ridicule avec une technologie qui est pas la technologie qu'il faut. Il y a aussi un détail, c'est que l'ossature du Minitel, c'est on a créé Transpac, un super réseau très solide, très fiable. Rapidement utilisé par les banques et les contrôleurs aériens. D'ailleurs, jusqu'à peu, les contrôleurs aériens l'utilisaient encore. C'est dire la fiabilité du truc. On ne savait pas quoi mettre dedans. C'est l'enjeu du rapport Noraminc de 78. On a construit des super autoroutes. Ça serait bien qu'on construise les voitures maintenant. Ouais. Mais c'est un truc assez français. C'est que le modèle économique n'a pas été inventé. Le modèle économique, il est venu assez tard. Ça a été le Minitel, mais on a d'abord inventé le superbe réseau d'autoroutes. Mais en fait, votre livre décrit la capacité d'un certain nombre d'acteurs économiques de passer d'un système technologique à un autre, ce qui est dans la réalité l'histoire de Xavier Niel. Je m'enrichis formidablement en faisant du Minitel Rose, et puis quand le Minitel ne marche plus, ou avant même qu'il ne marche plus, je passe à autre chose. C'est en l'occurrence Free, dans le bouquin, c'est l'entreprise qui s'appelle Démon, est connue pour sa souplesse. Il y a très peu d'employés. C'est de l'ordre de 1 à 100, je crois, entre Free aujourd'hui et France Télécom. Bon, ils n'ont pas la même ampleur, etc. Mais c'est une entreprise qui est très réactive. Et oui, c'est amusant effectivement de voir comment les acteurs. Déjà, le rose, c'est porté par deux types de profils. C'est porté par un profil. Il y a le fondateur de ULA, je crois, c'est un centralien polytechnicien. Sinon, il y a Claude Perdriel, donc directeur du Nouvel Obs. Il y a Libération, donc un profil très institutionnel. Parce que Ouest France avait fait pression pour que les organes de presse aient l'exclusivité de l'édition de contenu payant sur Minitel. Ils avaient peur de perdre sinon trop de marché. Donc du coup, les groupes de presse ont fait une fortune avec le Minitel. Et l'autre profil, c'est des gens comme Xavier Niel, Pascal Ertanger dans le bouquin, Thierry Herman, quelques autres,
ça demandait des frais très très faibles. Ça coûtait dans les, je sais pas, 6 000 francs à l'époque, peut-être 10 000 francs un ordinateur qu'on pouvait connecter à Internet. Et puis des méthodes, clairement, qui étaient des méthodes de voyous, quoi. C'est d'aller débaucher sur les messageries roses les autres personnes, faire tourner des hôtesses virtuelles qui étaient des sortes de proto-intelligence artificielle qui marchaient mal, etc. Mais c'était une façon de gagner. C'était Angry Bird avant Angry Bird, quoi. Angry Bird, ça a dû rapporter plusieurs dizaines de millions, voire plus, plusieurs centaines de millions de dollars aux créateurs finlandais du jeu sur iPhone, là où on catapulte les petits trucs. Avec le Minitel Rose, ça permettait à quelqu'un qui avait fait l'effort de créer un fanzine pour avoir un numéro de presse qui lui permettait d'avoir le droit d'accéder au truc, qui était un peu travailleur, qui avait pas peur de travailler la nuit et qui s'y connaissait un petit peu en programmation, ça permettait à cette personne, en quelques mois, de devenir millionnaire. Ouais. Donc il y a eu un micro âge d'or comme ça. 85-86 de mémoire. Pour dire que c'est un livre qui est souvent drôle, je vais vous citer un passage en résonance avec ce que vient de dire Aurélien Bélanger. Henri, donc c'est un passage sur les magnats du Minitel Rose. Henri de Maublanc était polytechnicien. Il créa avec Claude Perdriel, le directeur du Nouvel Observateur, le 3615 Aline, qui devint rapidement le principal challenger d'ULA et qui rapporta en 1987, avec ses serveurs affiliés, près de 100 millions de francs à l'hebdomadaire. Pierre Bélanger, qui n'est pas un parent à vous, du tout, venu des radios pirates et créateur de la station Skyrock, lança le 3615 Géraldine. Thierry Herman, ancien punk luciférien et futur fondateur d'Art Price, fit fortune avec le 3615 P999. Ils se retrouvaient tous, chaque mois, devant le monumental bâtiment du ministère des Postes et des Télécommunications, avenue de Ségur. Ils se saluaient rapidement et montaient les escaliers jusqu'au bureau d'un directeur dont les lunettes à monture noire rappelaient celles du Premier ministre. Le haut fonctionnaire imperturbable leur signait des chèques à 5 ou 6 zéros. En 1988, les PTT reversèrent ainsi sur le milliard qu'ils avaient prélevé aux abonnés téléphoniques près de 500 millions de francs aux industriels du Rose. La rentabilité et la viabilité du Minitel reposaient sur ces pornocrates en cabriolet. Ça se passait vraiment comme ça? Il avait vraiment des lunettes comme ça? Je suis pas sûr pour l'échec, mais et je suis pas sûr aussi pour mais bon, c'était vraiment la confrontation de deux mondes, ouais, clairement. Un monde de jeunes aux dents longues qui rencontraient des fonctionnaires un peu plus sérieux. Ouais. Alors, tout à l'heure, je vous interrogeais sur succès et échec du Minitel, et vous répondiez fort justement que tout dépend des critères du succès et de l'échec. Est-ce que le jugement que vous portiez sur le Minitel, on pensait créer un forum démocratique, et puis ce sont les messageries roses qui l'ont emporté. Est-ce que c'est pas quelque chose qu'on pourrait dire à l'égard d'Internet? J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de croyances, de fantasmes également de la place publique généralisée, du forum international. J'ai l'impression, par exemple, qu'on a exagérément, qu'on a accordé une importance très exagérée à l'Internet dans les révolutions arabes. Est-ce que l'appréciation globalement très positive qui est portée aujourd'hui ne risque pas de se dégonfler demain? Bah, c'est un gag, moi qui me fait beaucoup rire, mais c'est le gag de l'histoire humaine, quoi. J'imagine la première personne qui a cassé un silex en deux pour faire une arme a dit c'est génial, ça va être un instrument de pacification et grâce à ça, ça va être la fin on va se protéger des bêtes et ça va être la fin des morts violentes. Et puis 2 ans après, la première guerre arrivait au Paléolithique et des êtres humains se trucidaient. Internet, le printemps arabe, tout le monde s'extasie sur le rôle de Facebook dans le printemps arabe. 1 an après, tout le monde est terrifié par le rôle de Facebook dans les émeutes de Benghazi. Donc moi, d'un point de vue de romancier, oui, ça m'amuse de montrer que les idéaux s'effondrent assez vite, ouais, qu'il faut être assez modeste. Mais c'est toute la difficulté du truc, c'est que je pense, mais j'en suis convaincu à 100%, que c'est mon côté un peu marxiste. Mais je pense que les techniques nous font et que fondamentalement, l'arrivée des médias, l'âge de l'information, vont tout changer.
Ça, c'est un fait. Ensuite, je pense que les personnes qui s'exaltent sur ces choses se trompent tout le temps. Je sais pas voilà, je ne suis pas capable de dire de quelle façon ça va nous changer. Je sais que ça va nous changer. Je sais juste que de même que le Minitel n'a pas apporté la démocratie participative générale en France, Internet n'a pas apporté la paix mondiale et l'amour entre les peuples. Mais c'est un gag récurrent dans l'histoire des techniques. Il n'y a pas une technique qui n'est pas vendue sous ses aspects positifs. Un autre aspect, aujourd'hui, je ne sais pas si vous lisez un peu la presse scientifique. Dès qu'un scientifique fait une découverte de n'importe quel ordre, l'article se finit sur et ça permettra de développer des applications très pratiques pour lutter contre le réchauffement climatique. Quoi. Une sorte de doxa, voilà, une sorte de l'utilité, prouver l'utilité du machin et puis la moralité du truc. En l'occurrence, c'est pas vrai. Donc, et puis, l'histoire humaine est faite de dévoiement des techniques. Donc, le train, quoi. Oui, alors quand vous dites que ça va tout changer, on a quand même effectivement l'impression, en général et particulièrement dans votre livre, que on est, avec ces inventions technologiques, confronté à une véritable révolution anthropologique. Il y a un certain nombre, bon, d'abord, la fin, enfin, le tout début et la fin de votre livre, un peu science-fiction, enfin, où on envisage une sorte de post-humanité, ou bien un passage que j'ai noté où vous dites les humains abandonneront leur vie terrestre au profit d'un voyage immobile dans les silos de données des grands de data données, centers. pardon, j'ai mal à me relire, des grands data centers. Vous dites, il y a un autre passage aussi intéressant où vous dites que, et là c'est le philosophe qui parle, que le capitalisme est peut-être une forme sophistiquée d'idéalisme. Enfin, on a le sentiment, avec l'ensemble de ces nouvelles technologies, ainsi qu'avec la vie, l'existence de votre héros, d'une sorte de désincarnation, de déréalisation. Est-ce que vous pensez que c'est cela qui nous attend, que c'est ça qui est en train de se passer ? Alors, c'est une question extrêmement compliquée pour répondre sans répondre. Je dirais que j'ai conçu mon roman comme un immense catalogue de signes, mais je ne dis pas vers quoi il pointe, parce que je ne le sais pas moi-même. Donc j'appelle ça à plusieurs reprises la singularité technologique. On ne sait pas ce que c'est la singularité technologique. Il y a plein de théoriciens de la singularité technologique. C'est le point de non-retour du progrès technique, le moment où l'accélération de la vitesse processeur de la loi de Moore va atteindre un seuil tel que il va se passer plus de choses en une seconde de microcalcul qu'il s'est passé dans l'histoire de l'humanité, etc. Ça, c'est l'arrière-fond du bouquin. Du coup, j'ai toute une collection j'ai toute une collection de signes, dont c'est des réalisations. C'est compliqué parce que l'un des principaux apports de la culture geek, c'est quand je disais cette histoire tout à l'heure de la capacité du cerveau d'emmagasiner 40 000 mots, de traiter 40 000 mots par jour, ça fait très peur, ça fait froid dans le dos quand on le présente comme ça, mais bon, d'un autre côté, c'est une nouvelle façon de voir les choses, et puis concrètement, bêtement, de dire ce qu'il en est. Et du coup, d'un point de vue d'un certain type d'idéaux, c'est très dirimant, parce qu'on montre finalement le cerveau comme machine à traiter de l'information. C'est quelque chose qui nous désincarne. C'est une vision de l'homme qui est très désincarnée. Sauf qu'en fait, c'est une vision de l'homme qui est profondément vraie. Les machines auront au moins servi à ça, de nous prouver qu'on n'était pas différent des machines, qu'on était des machines d'un type particulier, mais que la barrière des espèces, elle était quasiment plus infime entre un cerveau et un ordinateur qu'entre un homme et un chien. Je caricature, mais il y a tous ces aspects. Enfin, c'est des choses qu'on entendait encore il y a quelques années quand Big Blue bat Kasparov, on fait ouais, mais Kasparov est fatigué, et puis bon, c'est les échecs, etc. C'est très dur à faire, hein. C'est très très dur de faire en sorte que les machines nous battent. Mais c'est possible. Et je ne vois pas un seul domaine où les machines à moyen terme ne pourront pas nous battre. Donc ça, c'est un aspect qui me semblait important de souligner. L'autre aspect, effectivement, c'est cet aspect des réalisations. C'est je reprends la phrase malheureuse, mais en fait assez heureuse du PDG de TF1 sur le temps de cerveau disponible. Quelle belle façon sincère de parler de son métier, quoi. C'est horrible, mais si je caricaturais, je vendrais la théorie de l'information en vous disant ça va vous procurer, ça va activer vos circuits du plaisir et de la récompense, et puis si ça se passe bien, si mes phrases sont bien écrites, vous allez avoir de la dopamine, quoi.
cette espèce de paradigme qui est terrifiant est devenu le paradigme dominant. Il y a plus, de moins en moins, des domaines réservés comme l'art où ça échappe à ça. L'art est aujourd'hui en concurrence frontale sur le marché de l'attention avec les jeux vidéo, Twitter et d'autres choses. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Je ne sais pas. À mon sens, c'est un fait. Donc mon enjeu là-dedans, moi, c'est de réussir à écrire un roman intéressant par rapport à ces choses. Mais bon, pour revenir à votre question, la déréalisation, c'est un exemple que je donne souvent, c'est si on regarde de près ce qui se passe quand une personne en touche une autre, elle la touche pas, quoi. L'information... le cerveau est avant tout une formidable machine à nous mentir, quoi. Le cerveau nous fait croire que nos corps sont en contact. Si on zoome un tout petit peu, les corps sont pas du tout en contact. Il y a plus d'écart il y a un écart gigantesque entre les molécules. Mais l'information passe qu'il y a du contact. Donc ce paradigme de l'information, ça a l'air de rien, mais ça permet de réécrire complètement un monde dans lequel des oppositions fortes entre virtuel ou réel sont abolies. Et c'est un monde qui peut faire très peur, qui, moi, me fait largement peur. Et c'est un monde aussi qui est porteur de ces utopies. Et ces utopies ne sont pas non plus répugnantes. Ouais. Ces utopies qui sont très fortes, qui sont portées aujourd'hui. C'est des utopies en plus qui sont portées par des personnes qui sont très puissantes. J'en cite une au début. Sergey Brin a fait un test génétique, a découvert qu'il était prédestiné à attraper la maladie de Parkinson, je crois. Et il s'est dit, c'est pas grave, si c'est grave, mais je vais développer un petit programme interne à Google avec des startups pour transformer Google en moteur de recherche scientifique, quoi. Ça semble un peu fou comme ça, mais c'est une sorte en maximisant la sérendipité, en faisant plein de choses, en faisant de l'extraction d'informations, en confrontant des listes, etc. En utilisant la puissance de mon moteur de recherche, je vais réussir à trouver le lien absolument inconnu entre consommation de salade, où il y a une petite bactérie qui donne la maladie de Parkinson, par exemple. Mais d'un point de vue, c'est un peu la fin du scientifique romantique et du savant fou. Mais c'est un nouveau paradigme. De la même façon, le système hypothético-déductif sur lequel est basée la science depuis à peu près la Renaissance, depuis à peu près Galilée, aujourd'hui, dans plein de domaines, il est périmé parce que ça sert à rien de faire une hypothèse et de la tester. On a de la puissance de calcul qui fait qu'on peut tester plein de choses. Mais plein. Donc finalement, on part plus d'une hypothèse pour la tester, on part du test. Et puis ensuite, on voit quelles sortes d'hypothèses sont intéressantes. J'ai l'impression que dans mon livre, c'est un peu mieux structuré que ça. Mais voilà, quand je dis qu'il y a il y a plein de signes. Je ne sais pas vers quoi ils pointent, mais il y a plein de signes qu'il se passe quelque chose. Quand on parle d'une nouvelle renaissance, oui, non, clairement. Je ne sais pas qui a le moindre doute que l'époque que nous vivons est aussi importante pour l'histoire de l'humanité que la Renaissance. Ouais. Mais d'ailleurs, votre personnage, Pascal Ertanger, est tout à fait typique de cela. Il a beau avoir gagné beaucoup d'argent dans le Minitel Rose, on ne peut pas dire qu'il a une sexualité enthousiaste. C'est un type qu'on te voit, si de temps en temps, il bouffe de manière compulsive, mais vraiment quelqu'un qui n'aime pas manger, qui n'aime pas boire, qui n'aime pas, qui vit en dehors du monde, qui travaille la nuit devant ses écrans et ses claviers. J'ai voulu en faire une sorte d'intellectuel raté ou de génie scientifique raté, quoi. Il a un don et puis un autre don qui prend le dessus, qui est le don de faire de l'argent. Il a développé cette aptitude enfant en codant en basique. Je le dis à un moment, il parlait le basique comme sa langue maternelle. Il a développé cette aptitude très très forte à parler aux machines. Et il va pas persévérer là-dedans parce qu'il va découvrir qu'il est beaucoup plus fort pour gagner de l'argent. Et puis progressivement, à mesure que le livre avance, il y a des petits pics de nostalgie comme ça, des moments un peu méditatifs. Il y a la guerre du Golfe où il réfléchit devant les images de CNN. Il y a un moment, une croisière en porte-conteneur où il réfléchit sur la nature de combinatoire de l'économie en associant un code couleur à chaque porte-conteneur, en réfléchissant comme ça, etc. Il a toujours ces moments où il est repris par une sorte de mélancolie qui est très forte, que j'en donne comme explication aux premières pages. Il a failli mourir d'une crise d'asthme assez grave. Et j'ai voulu vraiment le montrer. C'est pour ça que j'ai aucune difficulté à dire que c'est pas Xavier Niel, parce que c'est pas du tout un winner comme Xavier Niel. C'est un type beaucoup plus étrange, beaucoup plus malsain même. Enfin, il a quelque chose. Il est extrêmement mélancolique et il va avancer comme ça. Et de temps en temps, il y a un moment, il va se rendre compte qu'il a rien fait, quoi. Il a fabriqué une machine qui rend Internet rapide dans un petit pays périphérique qu'est la France. Et il comprend pas les mathématiques, etc. Et c'est un peu le moment de basculement du bouquin, c'est qu'il va, entre guillemets, décider de s'assumer comme intellectuel
et réfléchir un peu en prophète à ce qu'il fait. Parce qu'un profil qui n'est pas incongru, qui est assez rare en France. Il y a Thierry Herman qui fait un peu ça, qui a une réflexion un peu bizarre, mais qui a une réflexion sur ses propres affaires. Il y a quelques PDG américains, le Jeff Bezos, le PDG d'Amazon, que quand il investit dans l'horloge du long présent dont je parle dans le bouquin, c'est des intellectuels qui ont une réflexion, qui ont une vraie réflexion sur ce qu'ils sont en train de faire. Et Pascal Ertanger, j'ai voulu lui donner cette réflexion. Mais il arrive là-dedans en autodidacte, et il va commettre l'erreur de débutant de l'autodidacte, qui est une erreur qu'on fait tous, que je suis le premier à faire et qui est, à mon sens, une erreur importante. C'est il va prendre une théorie scientifique pour une théorie religieuse. Il va confondre deux domaines qui n'ont pas grand-chose à voir. Alors, justement, vous avez employé à l'instant le terme prophète, vous l'employez dans la 4e de couverture, vous parlez de la confusion entre théorie scientifique et croyances religieuses. J'ai vu un entretien que vous avez donné aux Inrocks où vous dites il y a quelque chose qui ressemble à l'émergence d'une nouvelle religion, d'une nouvelle foi. Qu'est-ce que vous pouvez développer ? Oui, je l'aborde dans le bouquin, mais en fait, en parlant, c'est devenu plus clair et je peux le raconter de façon plus claire maintenant, j'ai l'impression. Même si si je le dis. Bon, en gros, pour faire simple, le 19e siècle est le siècle du triomphe de la machine à vapeur, et aussi le siècle de la découverte de la seconde loi de la thermodynamique, qui est en gros la seconde loi de la thermodynamique édicte le caractère irréversible du temps, avec cette idée d'entropie, que tout tend vers un désordre plus fort, qu'il faut de plus en plus d'énergie pour maintenir l'ordre, et qu'au final l'univers va devenir froid et glacial, et que plus aucune énergie ne pourra en être extraite, parce que du froid, on ne peut jamais revenir au chaud. Ça, c'est l'horizon intellectuel à la fin du 19e siècle. Je pense qu'on le sous-estime quand on parle de crise de la conscience européenne, etc. Même cette espèce de grand rêve collectif qu'est le communiste, il est scié à la base par ce principe que même le plus beau paradis communiste du monde sera éphémère, parce que plus aucune immortalité, plus aucune éternité n'est possible à cause de la seconde loi de la thermodynamique. Sauf que la seconde loi de la thermodynamique, y a un contre-argument qui émerge vers 1880 dans la correspondance de Maxwell. C'est en gros l'expérience du démon de Maxwell. C'est certes du chaud, on va toujours vers le froid, mais si on imagine un grand réservoir avec des molécules, une petite porte, un démon au milieu, et il va trier les molécules rapides, il va les mettre à gauche, les molécules lentes, il va les mettre à droite, il va réussir à recharger le potentiel énergétique du réservoir. Tout le chaud sera à gauche, tout le chaud à droite. Chaud ou froid, c'est à partir de là qu'on peut fabriquer des machines. Uniquement, c'est ce qu'a montré l'inventeur de la thermodynamique, quasiment Carnot. Et que va faire le démon ? Il n'aura fait que extraire de l'information, parce qu'on peut, dans l'expérience de pensée de Maxwell, imaginer que la porte pèse un point infinitésimal et que vu que c'est un démon, il n'appartient pas vraiment au domaine matériel. Ça, c'est un peu bizarre, cette expérience. Et que fait le démon ? Des théoriciens commencent, Léon Brouillouin, enfin des scientifiques, etc., forgent le concept de négantropie. Il inverse l'entropie. La négantropie, en fait, on la retrouve, c'est l'autre nom de l'information. Donc, naît cette idée. Avec la naissance de l'informatique au XXe siècle, il faut comprendre que l'informatique, elle naît, l'ENIAC de von Neumann, c'est 48, je crois. Donc l'informatique, ces 50 premières années, ces 20 premières années, c'est une science théorique, quoi. La machine de Turing, on la fabrique pas, quoi. C'est une idée mathématique. Et l'informatique, en fait, va être porteuse. C'est pour ça que je la décris comme une religion naissante. L'informatique va être porteuse de la fameuse réparation de cette entropie, de cette inversion de la seconde loi de la thermodynamique et de cette idée que le temps n'est pas une fatalité et que le refroidissement ultime de l'univers et l'abandon de toute vie possible par des êtres qui ne pourront même pas s'alimenter, mais même plus faire exister les tensions interatomiques qui les maintiennent en vie, ce sera possible. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve. Enfin, il y a toute une veine que je trouve vraiment passionnante, que je connais pas très bien, mais que j'ai un peu exploré, qu'on appelle l'informatique théorique, où on réfléchit à des ordinateurs réversibles, des ordinateurs qui ne détruisent pas l'information, des ordinateurs qui sont de fait, pour résumer à très gros traits, je pense que si toute personne spécialiste ici va me dire que c'est pas ça, mais des machines qui ont la capacité de pirater le temps, ou du coup de réparer cette faille fondamentale qui a émergé au XIXe siècle. Donc il faut voir le degré de pessimisme sur lequel se clôt le XXe siècle. C'est genre, ça va être la fin, les gars, ça va être fini, il n'y aura plus rien. Et l'informatique arrive comme un argument à ça. Donc s'il y a un domaine dans lequel l'espoir est permis, hors système religieux établi, c'est clairement
C'est clairement l'informatique, ouais. Donc, c'est la grande piste narrative comme ça. Du coup, mon idée, c'était de montrer que, bon, c'est bien gentil de dire qu'il y a quelque chose de religieux dans l'informatique, mais ça serait bien de montrer un croyant à l'acte. Et un croyant à l'acte, c'est pas quelqu'un qui trouve que Steve Jobs est trop sympa, c'est pas quelqu'un qui va mettre des bougies à la Fnac quand Steve Jobs est mort, c'est pas quelqu'un qui est un geek, quoi. C'est un peu plus que ça. C'est quelqu'un qui va basculer. Donc, je voulais montrer, à travers Pascal Ertanger, qu'il n'était pas complètement impossible. En même temps, je suis très réservé par rapport à ça parce que ça reste assez ironique, etc. Mais qu'il n'était pas complètement impossible qu'un être humain franchisse le pas. Et du coup, Pascal Ertanger, premier chrétien de l'ère des machines, il y a un côté comme ça, avec cette idée marrante qu'il s'appelle Pascal et que Pascal, si on regarde le détail des pensées, le très fameux argument du pari s'appelle à un moment dans les pensées le discours de la machine. Donc Pascal, il a quand même cette idée complètement folle. Il invente quasiment l'ordinateur, la machine à calculer, et il a cette idée un peu folle qu'il a inventé une preuve de l'existence de Dieu qui est applicable aux machines aussi, quoi. Enfin, c'était vraiment l'arrière-fond théorique de mon bouquin. Et Pascal, après je donne la parole à Philippe, Pascal qui disait aussi je ne crois qu'à ceux qui sont capables de se faire égorger pour la vérité. C'est ça les vrais croyants. On n'a pas beaucoup d'informaticiens pour l'instant qui se font égorger pour la vérité. Non, le conflit Linux reste assez mesuré, ouais, mais... Oui, c'était juste prolonger un petit peu cet échange autour de la technologie, le progrès et puis les religions, quelque part, parce que les personnages que vous décrivez et dont vous parlez, vous avez cité Xavier Niel, si on reprend un peu celui qui a été le modèle de Pascal Ertanger, Thierry Herman, Steve Jobs, Jeff Bezos, quand même dans leur comportement, ils ont un peu cette idée qu'ils sont... des messies quelque part, et une partie de leur business est construit autour de ça aussi. Moi, je suis assez frappé parce que j'ai regardé un peu ce qu'était ArtPrice, la société créée par Thierry Herman, sa maison du chaos qu'il a créée à Lyon. À chaque fois que ce monsieur prend la parole, la valeur de l'action d'ArtPrice à la bourse est multipliée par 2. Enfin, je caricature à peine, mais et il suffit de voir un petit peu les forums qui s'agitent derrière à chaque fois que ce gourou prend la parole quelque part. Donc, est-ce qu'ils y croient eux-mêmes, ou est-ce que vous dites qu'ils ont une réflexion par rapport à leur business ou par rapport à leur activité, mais on a quelquefois l'impression qu'ils sont eux-mêmes, ils se prennent pour le Christ ou pour... voilà. Il y a le côté, c'était aussi l'autre modèle, c'est le modèle pas sérieux, quoi. Enfin, le modèle sérieux, c'est Premier Chrétien, le modèle pas sérieux de Pascal Ertanger, c'est Howard Hughes, le côté un peu milliardaire, bêtement, qui pète les plombs, ouais. Donc, non, il y avait cet aspect. Bon, moi, au bout d'un moment, il cesse clairement d'être calculateur parce qu'il nuit très largement à ses propres intérêts. Après, c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué parce que c'est des hommes publics. Donc, ce qu'ils disent un peu bizarre. C'est évident qu'il y a un sens de la mise en scène qui est très très marqué. D'ailleurs, c'est pas génial, hein, les keynotes de Steve Jobs. Bon, c'est génial sur le papier, mais quand on en regarde une en vrai, c'est pas non plus délirant, quoi. Il sort des chiffres pas intéressants, et puis les 99% des logiciels qu'il présente sont pas non plus foudroyants, quoi. Mais bon, et en même temps, il y a des millions de personnes qui font la queue pour aller acheter le nouveau produit sorti par la société. Objectivement, moi je fais vraiment de l'iPhone un point de basculement fort. Pour moi, c'est un objet très 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 important. Ouais. Non, pour moi c'est l'iPhone. Vraiment, j'ai beaucoup réfléchi le domaine. C'est Il y a eu des micro-ordinateurs avant. Celui-ci était mieux, mais il y a eu des micro-ordinateurs. L'iPhone, il y a eu des gros machins bizarres, mais clairement il n'y a pas eu cette espèce d'outil multifonction. Ouais. Donc bon. Après, peut-être pour revenir sur l'information, au Conseil de développement, on travaille, on aime bien réfléchir autour de cette question de l'information. Alors, je ne suis pas dans la théorie de l'information, mais sur le constat qu'on fait sur un territoire, puisque nous, on est un Conseil de développement de Nantes Métropole, la question de la production et de la diffusion de l'information est une question qui nous paraît assez essentielle. Et on voit bien que cette production et cette diffusion de l'information, aujourd'hui, elle est très
perturbée par les nouvelles technologies. Enfin, quand je dis perturbée, elle est multipliée par l'arrivée des nouvelles technologies. Tout le monde peut être journaliste, plus ou moins. Je pense qu'il y a des acteurs dans la salle qui le diraient mieux que moi, avec l'apparition des web TV, des web radios, des blogs, etc. Quel regard vous avez par rapport à cette irruption des nouveaux outils et de la production et de la diffusion d'informations? Je crois que vous utilisez beaucoup Wikipédia vous l'avez beaucoup utilisé dans vos travaux, et vous citez régulièrement les articles de Wikipédia dans l'ouvrage. Voilà, qu'est-ce qui se passe autour de cette production et cette diffusion d'informations? Comment vous voyez ça et comment ça peut évoluer dans le futur? Le vrai problème, c'est qu'on accentue vraiment la Renaissance avait quand même associé le développement du livre avec l'idée que c'était important de pratiquer les humanités et qu'en gros, il fallait qu'on exerce vraiment beaucoup, beaucoup notre cerveau, quoi. Je reviens au Macintosh. Steve Jobs, à mon sens, peut-être la phrase la plus intelligente qu'il a dit, c'est le Macintosh est un vélo pour l'esprit, quoi. Là, ça, c'est typiquement Renaissance. Il y a un côté, je fais une super machine, mais elle va vous rendre bien meilleur. Concrètement, la société de l'information au sens quantité, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'informations par rapport à nos facultés d'analyse. Donc, par chance, on a Google, dont les algorithmes, jusqu'à preuve du contraire, sont pas trop, un peu moins aujourd'hui qu'avant, mais sont pas trop biaisés. Mais là, non, pour le coup, il y a un vrai problème. C'est d'ailleurs la brèche dans laquelle s'engouffrent de façon un peu joyeuse et désordonnée, parce qu'ils n'ont rien à proposer, mais les transhumanistes. Développons nos cerveaux. Enfin, bon, c'est pas développer un cerveau. Donc, à mon sens, l'unique bonne méthode qu'on connaisse aujourd'hui pour développer un cerveau, il y en a deux. C'est prendre soit des amphétamines, des trucs comme ça, mais ça marche pas dans la durée. L'autre, c'est de faire du latin massivement aux enfants, quoi. Ou des échecs. Mais je pense que le latin, c'est mieux, parce que le latin, vraiment, il y a un truc de discipline cérébrale très efficace. Mais on est face à on est clairement face à un problème. L'évolution, les rythmes de l'évolution au sens de Darwin sont plus les rythmes de l'évolution technique. On a beaucoup fait remarquer que l'évolution, c'est le processus le plus pourri qui soit d'un point de vue. C'est un miracle qu'on ait réussi à faire un cerveau, quoi, parce que la théorie de l'information, la meilleure métaphore que je connaisse, c'est une course dans un champ de mine, quoi. C'est pas les meilleurs qui s'en vont, c'est ceux qui ont le plus de bol, de façon successive, quoi. Au final, ça arrive à quelque chose. Aujourd'hui, on arrive avec le cerveau, objet le plus complexe de l'univers. La meilleure façon de réfléchir à ce que c'est que l'intelligence, c'est encore de faire de la rétro-ingénierie du cerveau, à savoir voir comment il marche, essayer de l'émuler, etc. Certes, mais on est quand même face à un truc qui n'évolue plus, ou qui évolue très lentement. Alors que la quantité d'informations disponibles, elle évolue de plus en plus vite. Donc, il se passe quelque chose de l'ordre... Bon. Après, une force, je pense que c'est une force majeure de l'histoire, c'est la bêtise. Hein. L'homme arrive vraiment massivement à se protéger par sa propre bêtise, quoi. Donc ça peut être une bêtise culturelle, des automatismes culturels qui se répètent, etc. Là où c'est plus compliqué, c'est effectivement le grand rêve démocratique rousseauiste d'autodétermination. Il est beaucoup plus compliqué, parce que autant être bête et appliquer des normes, on arrive encore à le faire. Autant agir en acteur responsable et qui est au courant de tous les enjeux des trucs, on voit que c'est pas possible. Un détail... je devrais pas dire ça dans une ville où il y a un aéroport qui s'installe et où c'est compliqué, mais quand je vois la vitesse entre pour l'Île-de-France par exemple, entre le programme de RER, entre le moment où on l'initie et les lignes qui marchent à peu près, je crois qu'il y a 10 ans, 15 ans, même pas, 10 ans je crois, pour la plupart des infrastructures. On voit que les nouvelles lignes de métro automatique autour de Paris, le temps de concertation va être beaucoup plus long, parce qu'on prend en compte de plus en plus de choses. Donc même d'un point de vue individuel, c'est compliqué, mais même du niveau des acteurs politiques, c'est compliqué, parce que le nombre de normes qui sont toutes justifiées font que tout est plus compliqué. Donc on est face à une complexité, et là on arrive face à cette complexité un peu hagard, un peu épuisée, et il se passe ce qui se passe avec la bourse. J'entendais que c'est une de mes marottes, et ils ont fait des émissions spéciales sur France Info hier. J'étais hyper content sur le trading à haute fréquence, quoi. C'est tellement compliqué d'agir en bourse
ce qu'on dit souvent, c'est que quand on ne sait pas quoi faire, la meilleure stratégie à adopter, c'est d'imiter les autres. On a inventé des robots qui sont capables de faire ça, quoi. C'est du sort de trading à haute fréquence, c'est des machines qui s'analysent mutuellement et qui essaient juste d'avoir une milliseconde d'avance sur l'autre pour deviner qu'elle va acheter l'action, je vais acheter des actions, je vais lui vendre des actions. Et elle représente aujourd'hui aux États-Unis 60% du truc. Donc c'est aussi le problème, et j'en parle dans le bouquin, j'ai inséré un faux essai dans la 3e partie qui s'appelle La singularité française. Cette espèce de mythe qui date des années 50 de la cybernétique, on n'y arrivera pas, il faut confier de plus en plus de choses aux machines. Et les machines, en l'occurrence, aujourd'hui, c'est les algorithmes. Donc, non, le débat mérite d'être posé, mais c'est pour ça, j'ai l'air un peu fou quand je dis ça, mais pour moi, la guerre... Non, ça va. Non, mais quand je dis que le vrai enjeu politique aujourd'hui, c'est la guerre des hommes contre les machines, on me renvoie souvent à Terminator 2, mais ça reste un vrai enjeu de société, oui. D'ailleurs, le Conseil de développement travaille aussi avec des groupes de jeunes, parce qu'on est plutôt des gens d'une certaine moyenne d'âge dans le Conseil, mais on essaye quand même de solliciter les jeunes et d'échanger un petit peu, notamment par rapport à la réflexion sur un territoire. On nous a demandé de contribuer à un projet de territoire à l'horizon 2030. Et donc, on a fait travailler quelques jeunes. Et une des choses qui nous a frappé dans les échanges qu'on a eus avec eux, c'est qu'à la fois, ils sont utilisateurs de ces nouveaux outils et ils sont connectés en permanence dans ce monde d'information. Et en même temps, ils ont une extrême méfiance par rapport à ça, l'impression d'être fiché, d'être suivi, d'être en permanence sous l'œil du Big Brother. Est-ce que vous percevez ça aussi C'est vraiment compliqué. Moi, je mets des informations personnelles assez largement sur Facebook et c'est un pari que je passe avec la démocratie occidentale dur, quoi. C'est genre, j'ai pas envie qu'on bascule dans une dictature ou qu'il y ait une guerre et que ce que je mets gentiment soit utilisé un jour par mes adversaires. Donc c'est un pari, on le fait ou on le fait pas. Non, pour revenir à ce que vous disiez, ça me fait penser à un truc. Les gens sont toujours accablés par Wikipédia. Ouais, mais c'est nul. Ouais, mais c'est nul. Mais il y a plein d'erreurs. Si on regarde en neurosciences comment fonctionne l'œil ou comment fonctionne n'importe quelle fonction cérébrale, c'est pas du tout un processus de vrai-faux. C'est un processus statistique complexe qui dit vous pouvez aller, il y a 30% de chances que ce soit rouge, mais bon, allez, vu que dans cet environnement-là, en général, c'est rouge, quoi. C'est à peu près comme ça que ça fonctionne, la vision. Wikipédia, c'est pareil. Plus on pratique Wikipédia, plus on sait voir. J'ai lu la page d'un PDG dont je ne citerai pas le nom avant-hier. En 2 secondes, j'ai compris qu'il l'avait fait rédiger. Mais c'est des aptitudes qu'on développe. Donc après, oui, effectivement, je reviens sur ce que je disais, effectivement, la mollesse du cerveau. Après, on peut encore développer des aptitudes. Wikipédia, c'est très facile de ne pas se faire piéger avec des fausses informations sur Wikipédia, parce que ça s'apprend. Plus on pratique, plus ça s'apprend, oui. Bien écoutez, le moment est venu de donner la parole à la salle. On va faire... Brigitte va se faire circuler un micro. Alors voilà, il y avait une question rentrée depuis quelque temps. Enfin, une question, un ensemble de questions, un commentaire, un témoignage, je ne sais pas, allez-y. Je boue un petit peu, donc je vais essayer d'ouvrir une soupape et d'être à peu près audible. Donc déjà une différence, ce qui a perverti... Pardon, excusez-moi, vous m'entendez comme ça? D'accord. Déjà une des perversions de l'Internet et de l'informatique, c'est d'avoir perverti le temps, c'est-à-dire que tout s'accélère au niveau du temps. Et il faut aller à la vitesse. Vous savez très bien que l'informatique, enfin l'ordinateur, c'est une performance et vous avez la compétence. Tant que vous avez la compétence, c'est le cerveau qui a la compétence. Donc tant que l'ordinateur n'est pas capable de faire ses propres programmes, engendrer ses propres programmes avec une certaine morale, je pense que là, le cerveau a encore des chances. Autre chose sur le cerveau. On a des milliards de cellules et il y a des milliards chaque cellule a 5000 terminaisons à peu près, hein. Donc on peut communiquer avec 5000 autres cellules. Donc c'est ça la complexité du cerveau. Donc jamais aucun ordinateur, quel qu'il soit, ne pourra remplacer le cerveau. C'est complètement ridicule. Deuxièmement, on a fait donc des IRM de savants et on s'est aperçu qu'ils avaient une quantité de cerveau, donc c'est pas une question de quantité non plus. Donc il n'y a pas besoin de le développer. D'abord, vous n'en utilisez que la moitié. Et deuxièmement, on s'est aperçu qu'ils avaient un cerveau proche de celui de l'hydrocéphale, c'est-à-dire assez réduit au niveau de la taille. Donc déjà, vous voyez, le cerveau, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Alors je voudrais revenir sur le Minitel. Bon, j'ai eu par hasard, donc j'ai eu la possibilité de participer à toutes ces expériences.
Dans quel cadre? Bon, j'ai travaillé avec le CNED, je suis orthophoniste de formation, et je me suis occupé très tôt de handicap, et surtout de communication. Donc l'erreur que vous avez faite, je suis désolé de le dire, c'est qu'on n'a pas pu communiquer avec le Minitel parce qu'il y avait un modem, mais jamais il a été utilisé pour communiquer. On ne pouvait pas communiquer entre Minitel. Ça, c'était pas possible. Donc comment voulez-vous qu'il y ait une convivialité si vous ne pouvez pas communiquer entre Minitel? Donc ça, c'était absolument impossible. Autre chose, le Minitel est apparu parce qu'on avait un retard en téléphonie absolument considérable, et donc c'était d'abord un annuaire. Après, c'est devenu un élément de service, mais c'est d'abord un annuaire. Donc j'ai travaillé avec les ingénieurs du CNET pour permettre aux sourds de communiquer entre eux, donc par Minitel. C'était pas possible, donc j'ai créé donc en particulier le Minitel Dialogue que vous connaissez peut-être. Et donc j'ai assisté dès le début au Minitel avec le clavier effectivement alphabétique qui n'allait pas, j'aurais dit que plus de gens connaissaient AZERTY, donc il fallait utiliser AZERTY, donc c'était beaucoup plus facile. Ensuite, donc le Minitel s'est développé, et effectivement j'ai vu les ingénieurs du CNET avec qui je travaillais qui étaient vraiment écœurés du Minitel rose, ils ne s'attendaient pas du tout à ça. Et donc, on a développé, donc il y avait un modem, mais il ne marchait pas du tout. Donc, on a développé un modem externe d'abord, et ensuite, on s'est aperçu qu'on pouvait utiliser le modem voilà. Donc, ça, c'est pour le Minitel. Ensuite, bon... Attendez, il y a déjà un flot, là, de... Oui, non, mais... moi, j'ai noté au moins 5 ou 6 questions, là. Oui, donc, si vous voulez me répondre... voilà, mais il faudrait qu'on fasse circuler la parole aussi, quand même. Oui, d'accord, mais bon... Donc alors je ne sais pas trop si vous avez une réponse globale ou si vous voulez reprendre des choses. Non, mais c'est juste sur le cerveau. Je suis pas d'accord. Ça me rappelle ce que disait. Pourtant c'est un grand scientifique, mais les travaux de Penrose, quoi. Ça, ils sont très contestés. Bah oui, non, mais voilà, il s'est mis comme Shannon a été contesté. Et comme non, mais Penrose s'est mis à chercher des trucs à base de microtubules qui ont des communications quantiques. Ça, ce sont des... Mais ouais, parce qu'il y a un moment, alors que la preuve, enfin, Internet est la preuve qu'un machin robuste peut donner de bons résultats. Le cerveau, c'est ça. Donc après, oui, il y a une limite. C'est pas du tout par la même méthode. J'ai vu la façon dont l'héritier de Big Blue gagne à Jeopardy à tous les coups contre le champion américain de Jeopardy. C'est grotesque. C'est pas de l'intelligence. Il a numérisé l'équivalent de 800 000 livres. Et il associe par faisceau de mots, quoi. Il sait toujours que ça lui permet d'avoir une intelligence culturelle, quoi. Si on dit pont, il pense quai. Et du coup, à la question de film tourné en Malaisie en 1967, il dit pont de la rivière Kwai. Mais pas du tout parce qu'il y a pensé, mais juste parce qu'il a fait une association. Donc, bon, l'informatique, c'est ça. Enfin, l'histoire de l'intelligence artificielle, c'est trouver des stratégies incroyablement complexes pour faire un truc qu'on sait faire très simplement. Mais il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Donc, on va arriver à un niveau de complexité plus fort. C'est absolument impossible. Donc ça, c'est la première chose. L'autre, bah oui, les Minitel communiquent pas, mais enfin si, ils passent par un serveur, mais... Oui, ils ne peuvent pas communiquer entre eux, ça je peux vous l'affirmer. Bah, non, pas directement, mais ils passent par un truc. Mais oui. C'est amusant parce qu'on se retrouve avec le débat qui a eu... Vous communiquez avec un opérateur, mais vous ne communiquez pas de personne à personne, donc la convivialité. En plus, j'ai travaillé sur celle de Biarritz, sur le visiophone à Biarritz, parce qu'on voulait faire communiquer les gestuels, les sourds gestuels, donc on a travaillé là-dessus. J'ai travaillé aussi sur un programme qui ne gardait que les contours d'une personne en train de signer, et on pouvait par Minitel passer les contours. Donc, travailler sur tous ces éléments. Mais par rapport au cerveau, je veux dire, mon expérience est une expérience de terrain, c'est une expérience clinique, puisque je me suis occupé de 1500 aphasiques à peu près. Non, mais je comprends. Ce que je comprends pas, c'est l'option métaphysique qui dit c'est pas possible. Mais c'est pas possible parce que non, c'est même pas métaphysique. Non, c'est absolument pas métaphysique. C'est simplement fonctionnel. Moi, je ne travaille que d'une façon fonctionnelle. La psychologie, je connais pas, et le fonctionnel, par contre, je connais. Et fonctionnellement, c'est pas possible. Vous vous rendez compte un petit peu. Et de toute façon, il n'y aurait pas de réversibilité, et mon métier n'existerait pas. Et pourtant, j'ai eu des résultats. Donc, il n'y aurait pas de réversibilité. Je suis désolé. J'essaye de parler aussi vite que vous. Donc là, ce que vous avez acquis par rapport à moi, et moi, je me trouve très vieux, c'est vous avez une vitesse de parole remarquable qui n'est pas la mienne. Et j'essaie de vous imiter, je suis désolé. Et ça, c'est une perversion, je suis désolé, c'est une perversion que l'orthophoniste voit depuis fort longtemps. Je pourrais aussi vous parler des perversions sur la virtualité et plein de choses. Voilà. Donc, bien. Je reviendrai sur plus tard. Oui, non, je propose qu'on fasse circuler le micro quand même. Voilà. Une autre intervention. Monsieur. Oui, vous avez beaucoup parlé de pessimisme au départ. C'est vrai qu'il y a quelques craintes par rapport
on va dire, aux technologies de l'information. Je voulais savoir, enfin justement, j'ai l'impression que l'apport du livre, c'est aussi de montrer qu'il y a une pensée derrière. Enfin voilà, que ça a été, il y a eu des chercheurs, des noms que moi je connaissais pas du tout. Autant, on va dire, on connaît ceux qui ont réussi les applications commerciales, on connaît pas forcément les penseurs. Je voulais savoir si au départ c'était vraiment des pensées justement optimistes, il y avait d'autres objectifs qui étaient vraiment, voilà, vous parlez de démocratie, enfin de participation. Si au départ on était vraiment sur des objectifs optimistes et lesquels ils étaient, oui, non, pardon. et qui ont sûrement aujourd'hui, qui sont un peu dépassés par les applications commerciales. Aujourd'hui, on va surtout parler des succès commerciaux, on l'a fait d'ailleurs ici. Donc voilà, je voulais savoir si on pouvait rapidement revenir là-dessus. Non, disons que je ne poserai pas la question en termes d'optimisme ou de pessimisme. Je suis en train de lire l'histoire des choses sur le projet Manhattan et il n'y a jamais eu autant d'optimisme. C'est hallucinant. Et que le bonheur de ces scientifiques qui vont exploser la première bombe, après, on recommence à faire une bombe H. Donc, voilà, c'est pour montrer à quel point l'optimisme et le pessimisme sont souvent déconnectés de la réalité des phénomènes. Il y a une sorte d'ambiance de... Si vous avez la curiosité de regarder, l'ambiance de bonne humeur à Los Alamos, c'est juste délirant. Ouais. C'est l'endroit où on a envie d'être, quasiment, tellement ça a l'air sympa. Quoi. Les gens sont sympas, ils sont intelligents, ils sont brillants. La science avance. Donc, bon, après... le progrès technique, ce que je voulais montrer, c'est que le progrès technique, fondamentalement, il était optimiste par nature, sauf, mais bon, c'est ma lecture, hein, c'est une lecture très orientée, sauf avec la seconde loi de la thermodynamique, où pour la première fois, il y a un truc un peu moral comme ça, une sorte de problématique morale qui arrive dans le champ scientifique. Ouais. Mais c'est tout. Ouais, Une autre intervention ? Allez. Ouais, je ne fais pas habituellement, mais là, je vais me permettre, parce que là, je suis au bord de la dépression, parce qu'il y a une assistance assez faible pour Aurélien Bélanger, mais je vous engage à lire son roman, parce qu'il est quand même très, très intéressant. C'est d'abord un romancier, il ne faut quand même pas l'oublier. Moi, j'avais deux toutes petites questions. La première, c'est quel effet ça fait d'avoir son portrait à 32 ans chez Thierry Hermann, parce que j'ai appris que dans La demeure du chaos dont parlait Philippe Hédy, qu'il y a un portrait d'Aurélien Bélanger aujourd'hui chez Thierry Hermann, donc c'est intéressant. Et la deuxième, c'est plus lié aux travaux du Conseil, il y a un mot qu'on emploie tout le temps partout qui s'appelle l'innovation. Alors l'innovation, c'est devenu un truc qui est utilisé par tout le monde dans tous les sens, et vous, de votre point de vue, de romancier sur cette question-là, c'est quoi une innovation aujourd'hui ? Alors, pour la première question, ça m'a terrifié. J'ai découvert ça cet été parce qu'il y a aussi des portraits géants de Ben Laden. Et donc, je savais pas. Enfin bon, et puis j'ai pas vu l'échelle du truc. J'étais content après. Et puis ensuite, ça m'a réagacé parce que j'ai des journalistes qui vérifiaient peu la qualité de leurs informations ont dit non seulement que j'avais rencontré Thierry Hermann, mais qu'en plus j'étais allé à la demeure du chaos, mais que limite j'étais le nègre inspiré qui avait enfin donné une forme romanesque à ces théories. Alors que bon, j'ai l'impression d'être un peu plus ambigu que ça. Donc ça, c'est la première chose. Et l'autre, l'innovation, c'est compliqué, c'est vaste, mais à un moment, j'essaie d'expliquer que les innovateurs ne sont pas des stratèges, parce qu'ils ont une vision hyper simple des choses. Genre, bah ouais, voilà, ce qui manque, il faut le faire. Et les stratèges, c'est ceux qui viennent après, quoi. Le stratège, pour pas citer de marque, ce serait Samsung courant après Apple, quoi. Comment ils ont fait, comment est-ce qu'on va faire dans les mêmes délais, etc. Mais le point de vue de l'innovateur est un point de vue, à mon sens, assez simple. Et ce qui m'amuse aussi, c'est l'idée, là, il y a l'histoire de la boîte, de la box, quoi. Dans le bouquin, c'est l'histoire du Minitel, c'est l'histoire de l'iPhone, c'est tiens, 3 technologies, tiens, si on les mettait ensemble. Et c'est aussi simple que ça. Après l'innovation... de façon plus brute, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point toutes ces choses fonctionnent, parce qu'il y a eu des recherches fondamentales incroyablement poussées sur des trucs marrants, et qu'à chaque fois, moi ce qui m'amuse toujours, c'est de découvrir je sais pas, quand on voit le fonctionnement d'un écran tactile, etc., à chaque fois, c'est un gros coup de bol, quoi. C'est qu'on a fait des études sur tel minerai, et puis qui a telle propriété électrique, et puis il y a toute une boucle, et c'est vraiment, j'ai l'impression, à ce niveau-là, c'est à quel point c'est à fond perdu l'innovation, quoi, et que c'est nécessaire. Il faut vraiment, vraiment mettre des investissements gigantesques pour arriver à des choses. Mais bon, après, c'est un sujet vaste, l'innovation. Oui, Jean-Claude Charrier, Conseil de développement. Je lisais aujourd'hui un papier de Jean-Claude Guilbault qui s'est immergé pendant 8 jours
sur Internet, etc. Et qui titrait son papier « Nous n'avons encore rien vu ». Effectivement, disant que finalement, on était tout à fait encore au balbutiement d'une nouvelle, enfin d'une révolution. Voilà, bien que vous disiez tout à l'heure qu'il n'est pas possible de prévoir quoi que ce soit dans ce domaine-là, j'ai envie de vous poser la question. Est-ce que vous êtes capable de dire 2, 3 axes sur lesquels, des choses que nous n'avons pas encore vues, mais que demain vont apparaître et vont être évidentes pour tout le monde? Le problème, c'est que... c'est une discussion récurrente quand on discute un petit peu. Là, j'en ai rencontré quelques-uns quand on discute avec des net entrepreneurs. C'est qu'ils racontent le truc qu'ils ont raté dans leur vie, quoi. J'ai vu quelqu'un l'autre jour, il me fait « Ouais, j'ai vu les mecs de Deezer il y a 5 ans. » Ridicule, quoi. Je leur ai pas donné un centime, quoi. Puis là, ils venaient de lever la veille 100 millions d'euros. Donc, c'est très compliqué. Là vraiment, enfin, si on arrive à voir le truc, enfin, moi, si on me vend Facebook sur le papier, j'achète pas, quoi, parce que c'est pas bien. Donc, c'est très compliqué de faire des prédictions. Non, les prédictions, elles sont a priori, mais bon, je pense que c'est déjà fait. On va plus aller sur Internet. C'est fini parce que il y aura plus de distinction fondamentale entre notre vie déconnectée et notre vie connectée. On va être connecté tout le temps. L'autre chose, c'est que ça va plus être Internet. Ça va être des protocoles privés. Donc ça, c'est un peu compliqué. Ça va être le fait est que les gens communiquent aujourd'hui massivement sur téléphone portable, et sur téléphone portable, c'est techniquement pas Internet. Ça ressemble beaucoup à Internet, mais il n'y a pas la neutralité du réseau. Par exemple, l'opérateur peut filtrer pour qu'il y ait moins de vidéos, etc., pour équilibrer ces trucs. C'est justifié économiquement, mais la grande époque du web, la grande époque des navigations erratiques comme ça est probablement terminée. C'est le triomphe des applications, par exemple. C'est des petits machins qui sont dédiés à l'extraction et à l'inscription très précise, mais c'est fini de cette espèce de grand rêve. Je raconte un moment dans le roman, c'est Internet dans les années 90-2000, avec cette idée que de lien en lien on pouvait aller de chose en chose. C'est à peu près l'équivalent du peuplement de l'Océanie par des Mélanésiens sur des pirogues un peu boiteuses, quoi. Ces pirogues étant les proto-modems. Donc ça, non, vraiment, c'est des prédictions simples. Et puis sinon, moi, ce qui m'intéresse, en point de vue d'observateur, c'est cette guerre extrêmement forte qui se joue aujourd'hui entre différents modèles d'Internet, en gros entre Apple, Google, Amazon et je sais pas qui, Microsoft peut-être. Enfin, bon, voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, en gros, est-ce que Apple va acheter ou pas Facebook, quoi. Je pense que oui. Ma prédiction, c'est a priori, vu leur modèle économique, ils peuvent pas ne pas acheter Facebook, quoi. Mais bon, c'est vraiment une micro-prédiction. Après, je suis pas capable d'aller beaucoup plus loin. Oui, moi j'ai dit tout à l'heure, j'ai pas encore lu votre ouvrage, mais je ne veux pas manquer de le faire dans les prochains jours, quand je l'aurai acheté. J'ai été très intéressé par... Vous avez fait une remarque, je pense que c'est volontaire. Vous avez un peu comparé la période d'aujourd'hui avec ces nouvelles techniques d'information, des nouvelles technologies fortes. Et vous avez employé l'expression, ça rappelle un peu la Renaissance qui, d'une certaine façon, naît de l'imprimerie. Je schématise. Et je trouve que la question qui était derrière, que vous avez évoquée, c'est l'espèce de surabondance d'informations, de mots. On a avec l'arrivée de l'imprimerie, on a été confronté à cela, à tel point que certains milieux, certains dignitaires de certaines sectes, pour ne pas parler de l'Église, avaient condamné l'imprimerie comme c'était le diable qui avait inventé l'imprimerie. Bon, après, ça s'est très vite... heureusement, ça a très vite disparu. Ces condamnations ont très vite disparu. Et cette abondance de l'information née de l'imprimerie, qui était quand même une innovation extrêmement forte, qui a fait changer le monde. Aujourd'hui, je trouve que votre comparaison est tout à fait pertinente en disant, est-ce que toutes ces nouvelles technologies vont, là aussi, changer le monde ?
Je crois que oui. J'espère qu'il n'y aura pas de hauts dignitaires de quelque secte que ce soit pour rétrograder, en quelque sorte. Mais s'il y en a, à mon avis, ils ne vont pas aller très loin. Bon. Ça n'empêche pas que dans cette surabondance de techniques, de moyens, de processus, il y a un certain nombre d'errements ou de dérapages qu'il faut constater et peut-être condamner si possible, mais que ce soit le citoyen qui le fasse et pas autre chose, quoi. Voilà. À titre personnel, mais je dis ça vraiment de façon théorique parce que j'y suis jamais allé et je sais pas même si j'aimerais y vivre, mais je suis content que Internet soit américain parce que les États-Unis ont quand même été fondés sur l'idée de défendre leurs croyances religieuses contre un dogme qui les empêchait de s'exercer. Enfin, c'est l'histoire du Mayflower. Donc tout pendant qu'Internet reste porteur de grands idéaux démocratiques, parce que concrètement c'est ça me rassure. Donc ça c'est le côté, c'est pas entre les mains du Vatican. C'est contestable, hein, mais ça me semble, à l'heure qu'il est, le moins pire quand on voit ce qui se passe en Chine ou en Iran. Ouais. Juste une question, est-ce qu'il y a des filiations avec Pugwash, par exemple ? Avec Pugwash, vous savez, cette espèce d'association de scientifiques qui est née dans les années 50-60. Je connais pas du tout. Ouais. Non. Non, c'est un projet. C'est un projet pas militaire, contrairement à ce qu'on a souvent dit. C'est un projet à budget militaire, mais ouais, c'est ça que. Enfin, c'est un investissement massif de l'armée, mais ça n'a jamais été la position de l'armée. Non, ça c'est la première chose. La deuxième chose, pour revenir à cette histoire de Renaissance, c'est que en gros, c'est l'histoire de l'invention de l'écriture, quoi. C'est toujours on va stocker en dehors de nous. Et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que la culture geek ? C'est c'est une culture entre guillemets d'autodidacte, et c'est une culture de gens qui pensent que les aptitudes d'acquisition de l'information peuvent suppléer à la possession de l'information. Je pense que d'un point de vue gymnastique intellectuelle, contrairement même à ce que j'ai pu dire tout à l'heure avec le latin, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal de savoir moins de choses, mais savoir à tout moment où les trouver. C'est pas mal comme compétence. Oui, je voulais savoir pour votre roman, est-ce que vous êtes inspiré du film Matrix Relook, parce que là-dedans, on retrouve un petit peu ce problème de machine, de programme, et ce problème de la guerre contre les machines. Ce problème d'élu. J'y ai pensé parce que pour moi, mais j'ai un grand débat parce que j'ai plein d'amis cinéphiles qui sont pas d'accord. Pour moi, enfin, en tout cas, le premier, c'est un grand film de science-fiction et c'est vraiment l'invention d'un mythe. Après, si on fouille un petit peu, le mythe, il est plutôt fondé dans Neuromancien, le roman de Gibson qui fonde le mouvement cyberpunk au début des années 80, je crois que c'est en 82-84. Tron, le premier, le film de Disney, c'est pas loin d'être mieux que Matrix en fait. Donc voilà, Matrix c'est le moment où ces problématiques deviennent visibles, mais c'est des problématiques qui alimentent la contre-culture, en l'occurrence pour Tron ça marche pas, c'est Disney, mais qui alimentent la contre-culture depuis longtemps. Ouais. Donc c'est une source. C'est une source d'inspiration. Après, j'ai des réserves sur le film, mais grosso modo, je crois que j'aime bien. Donc ouais, non, effectivement, ça et Terminator 2. Et des films que j'ai découverts en faisant des recherches. Un film qui est très très bien, c'est Wargame, ouais. L'histoire du. D'ailleurs, j'ai lu ça, je sais pas si c'est vrai, il faudrait vérifier, mais sur la fiche Wikipédia, Wargame, je crois que c'est 83, donc c'est un peu plus tard. Mais sur la première version du scénario, ça devait être John Lennon qui jouait le scientifique fou qui monte l'ordinateur. Donc ça donne en plus, il y a une composante, le film de la fin des années hippies, ça donne un côté comme ça. J'ai pas vu celui-ci, c'est prévu, mais j'ai pas vu. Oui, attendez, on va vous passer le micro pour qu'on vous entende. Et puis, il y a une autre... Mais faites une question... Il y a un personnage qui réalise tout à fait ce que vous dites et qui concrétise ce que vous dites. C'est Sheldon dans Big Bang Theory, qui est le produit pur alors de cette civilisation que vous décrivez, qui est un fou total,
qui n'a aucun sentiment, qui n'a plus aucun sentiment et qui est obligé de demander aux autres sans arrêt qu'est-ce que c'est qu'un sentiment. Ça, c'est remarquable. Je pense que j'ai très peu vu en fait Big Bang. Regardez, vous allez voir, et vous allez voir les monstres que ça peut créer. Voilà. Mais ce qui m'a fait rire, c'est le truc, c'est la meilleure réplique de je sais plus de 21 Jump Street, le film qui est sorti il y a un an, il y a 6 mois. C'est l'histoire, c'est des lycéens qui partent, qui sont réinfiltrés au lycée, genre 5 ans après y avoir été, et d'un coup, il se passe un truc hyper bizarre, et il y en a un qui appelle ça, c'est l'effet Glee, mais c'est pas l'effet Glee en fait, c'est l'effet Internet, c'est que les cools sont devenus les pas cool, et les pas cool sont devenus les cools. Et c'est un film qui montre vraiment bien ce petit basculement. Oui. Que pensez-vous de ce que l'on entend actuellement depuis quelques mois surtout, de l'addiction des jeunes qui passent des heures et des heures sur Facebook, qui ont des milliers d'amis qu'ils n'ont jamais vus, qui se passent une centaine de SMS par jour. Je suis contre, enfin non, vraiment, mais avec des arguments. J'ai téléchargé sur mon iPad Rayman, le jeu. Rayman, je sais plus comment ça s'appelle. Et j'y joue beaucoup trop et je me sens un peu sale quand j'y joue parce que je sais bien que c'est vraiment des processus d'addiction simples. Je sais qu'il y a des jeux vidéo compliqués, machin. Mais je sais bien que c'est pas bien ce que je fais à mon cerveau. Je le vois. Et moi, j'ai une histoire un peu comme ça avec les jeux vidéo. Je plonge radicalement dans des jeux vidéo. Je fais que ça pendant 2-3 semaines, un mois. Et après, je me sens vraiment sale et vraiment bête. Donc, non. Mais c'est aussi la force du truc. C'est que finalement, c'est pas si bien qu'on croit. Donc bon, il y a des catégories. Après, l'addiction à Facebook, je vais vous faire une confession. Quand mon bouquin est sorti, je me suis mis à voir beaucoup de gens qui parlaient sur Twitter de mon bouquin. Du coup, je me suis mis à lire ma propre actualité. Je tapais théorie de l'information et puis je faisais défiler. On n'en avait pas énormément, mais je sais pas, genre une dizaine par jour, j'étais content. Et du coup, j'ai arrêté de lire des sites d'information. Parce que voilà, en fait, ce que je voulais, c'était pas du tout de l'information. C'était juste, je voulais du flux qui se renouvelle sur un sujet qui m'intéresse. Bon, là, en l'occurrence, c'était moi. Et je m'en suis rendu compte, heureusement, assez vite. J'ai stoppé ce truc. Mais effectivement, enfin, quand on va même sur les sites d'information sur Facebook, c'est pas très, très sain. Ouais. Mais bon, ça s'éduque, je pense. Bon, vous n'avez pas le cerveau encore complètement détruit. N'ayez pas peur. Qui veut prendre la parole ? Moi, je veux bien encore. Le personnage, là, Pascal Ertanger, Xavier Niel, c'est déjà presque un personnage du passé. Est-ce qu'il serait possible aujourd'hui ? Et c'est qui les Xavier Niel d'aujourd'hui ? Bonne question. C'est drôle. J'ai fait un entretien avec le président de la fondation Wikipédia France et il pense Wikipédia, mais à un niveau, mais ça en est presque caricatural. Mais en fait, il a raison, mais il pense collaboratif. Donc il m'a dit c'est un roman pas mal. Caricature, mais ça aurait été mieux s'il avait été collaboratif. Et le personnage, il est pas mal, mais c'est quand même un mythe de héros très romantique. Le type qui se fait tout seul. Aujourd'hui, les vrais héros sont collaboratifs. Donc bon, c'est un gag. Donc parce que je pense que le leadership reste un truc important et que c'est important de se revendiquer comme unique auteur de quelque chose. Reste que bon. De plus en plus, Time met en couverture des comme personne de l'année. Ils avaient fait You en 2006, je crois. Des personnalités multiples, des corps distribués. Quoi. Donc, c'est l'Union européenne qui a des prix Nobel de la paix. Oui, c'est l'un des. Non, mais voilà, c'est un débat. Donc, les Xavier Niel d'aujourd'hui sont peut-être des communautés. Quoi. C'est une tentative. Quoi. Le Conseil de développement qui est formidablement collaboratif. Une autre intervention, une ultime intervention ? Oui. L'ultime des ultimes. Allez, parlez sans crainte. À quand la deuxième bulle Internet, l'explosion de la deuxième bulle Internet ? Parce que là, c'est une bulle Internet. On a dit qu'il y allait avoir la bulle de 0 et on en parle depuis 3 ans. Apparemment, elle n'a pas explosé. Hein. Elle a les mêmes caractéristiques que la première. Hein. Moi, je me souviens avoir vu un reportage absolument épouvantable. C'était la fille d'un auteur littéraire qui était, je ne sais plus lequel, célèbre. Et donc, elle a obtenu de l'argent des banques parce qu'elle a créé, donc, à demi-mot, un site qui n'avait aucun intérêt, peut-être pour les lesbiennes, mais elle a créé un site en demi-teinte pour les lesbiennes. On lui a donné une somme faramineuse, alors qu'il y a des tas de gens qui sont créatifs et qui n'ont pas de site. C'est la première des choses. Mais la chose que vous avez oubliée, et qui vient d'ailleurs de la théorie de Shannon aussi, c'est que Shannon, c'est des boîtes noires qui communiquent.
Et donc, il n'y a jamais ni le contenu, ni la personne. Il y a un grand mythe d'avoir créé, c'est ce que la théorie, pour employer des gros mots, c'est une théorie syntaxique et c'est de créer une théorie sémantique. Personne n'a réussi. Donc il y a eu plein de tentatives. Shannon est un mathématicien et de toute façon, tel qu'il a été utilisé, c'était surtout pour le débit. Hein. L'importance en téléphonie, c'est le débit. C'est quel débit on va avoir, c'est ça qui est important. Donc maintenant, avec les fibres, effectivement, les débits ont changé, mais à l'époque, c'était très important de raisonner en termes de débit. Donc ça, c'est ça. Il y a ça. Donc il y a un problème de contenu et donc ça m'agace énormément parce que personne ne parle du contenu. Si vous regardez les SMS, si vous regardez... Et en plus, il y a une chose nouvelle qui apparaît. Non, mais je vous répondrai de façon très simple. Dans l'expérience de pensée de la machine de Turing, en gros, c'est une machine qui lit un ruban et puis elle interagit avec le ruban en fonction de ses états internes. Turing s'est rendu compte très vite que ça servait à rien d'attribuer un très gros état interne à la machine, donc en gros remplir la boîte noire, ça revenait au même que lui donner un état binaire 0-1 et de mettre les informations qui étaient dans elle sur le ruban qui défile. Donc c'est un faux problème de dire qu'il n'y a rien dans la boîte noire. On demande à la boîte noire rien d'autre que d'être un interrupteur en fait. C'est fait par Shannon et par les behavioristes. Donc quand c'était repris. Non mais là ça nous entraînerait sur ça a été vraiment une ça nous entraînerait sur un débat compliqué, mais il y a on a complètement déshumaniser les choses avec d'abord cette chose-là. Non mais le débat serait trop compliqué, mais c'est vous qui humanisez quelque chose qui est un paradigme technique. On peut pas reprocher à un sèche-cheveux de souffler de l'air chaud et pas de donner des messages d'amour. Allez au bout de votre question et puis ensuite on aura une réponse et puis voilà. Donc moi c'était surtout la question du contenu et en plus il y a une nouvelle chose qui apparaît sur Internet, c'est la toxicité. Vous avez des tas de messages qui sont toxiques, c'est-à-dire que les gens, vous avez tout un travail de maintenant, l'outil de veille technologique et d'intelligence économique, l'outil de veille technologique, il est Internet. Hein. On ne va plus chercher de l'information ailleurs, on n'a même pas besoin d'envoyer des espions par-ci, par-là, en intelligence économique, donc on va sur Internet. Et on s'aperçoit qu'il y a une guerre de faux communiqués. Il y a des attaques contre Coca-Cola, par exemple, qui sont très bien menées par les adversaires. Donc là, actuellement, c'est absolument... Alors, les messages toxiques, les faux mails... Alors, c'est très intéressant. D'accord, on a compris la question. Juste une chose, je voulais vous dire comment on repère les faux mails. Vous regardez le nombre de fautes d'orthographe. Plus il y en a dans un non, mais plus vous savez qu'il on vit dans un environnement où il y a des champignons toxiques. Enfin, le problème n'est pas nouveau. On sait s'en débrouiller. Bien. D'accord. Oui, allez. Attendez, on vous passe le micro. Oui, vous qui avez donc fait de l'écrit, n'avez-vous pas peur d'être googlisé, c'est-à-dire que votre livre se retrouve sur Google, qu'on puisse le lire demain sur Google sans payer, comme pour la musique? Ouais, enfin, mon expérience récente de type qui téléchargeait beaucoup de façon illégale, beaucoup de contenu, j'ai acheté un iPad et pour la première fois, je trouve que c'est plus simple de payer un peu pas trop cher des trucs plutôt que de télécharger. Et j'ai eu l'expérience, j'étais dans mon lit, je vais pas me lever là pour aller jusqu'à mon ordinateur pour trouver un fichier torrent pour trouver ce jeu qui vaut seulement 2,99 €. Et donc bon. Il y a beaucoup de gens qui croient à la pédagogie. Ce truc, l'iPad est un peu contesté parce que c'est un système très fermé, etc. Mais moi, je crois à la pédagogie par l'iPad. Et là, on se retrouve avec un truc où, on est à peu près sûr. Donc après, ouais, je serais piraté. Après, si j'en vends assez pour avoir assez d'argent pour aller jusqu'au prochain livre, ça me va, ouais. Bah, écoutez, là vous me tendez la perche et là ce sera du coup la dernière question et c'est moi qui vais la poser. C'est pas très facile enfin, ce deuxième roman est toujours difficile, mais particulièrement après un roman comme celui-ci. Cette soirée en est le témoignage, en fait. On n'a pas du tout parlé de littérature, on a parlé du contenu du livre. Alors, est-ce que vous allez poursuivre dans cette veine? Est-ce que vous allez être le romancier de l'information? Est-ce que vous allez passer à toute autre chose? Non, je vais passer à autre chose. Après, les choses sont plus compliquées à plein de titres. Déjà, je sais à peu près le corps critique et le corps public que je n'identifiais pas a maintenant une forme un peu bizarre, mais il a une forme, donc... Je sais à peu près comment il réagit, donc il faut surtout pas que je pense à comment il réagit parce que ça serait très très mauvais. Non, mon prochain roman, je l'ai pas commencé donc je n'en parle pas, mais il y aura des TGV dedans qui joueront à peu près le rôle des Minitel dans celui-ci. Vous pouvez imaginer une première partie qui s'appelle TGV, un truc comme ça. Et après, non, j'aimerais bien revenir. En fait, ça m'intéresse l'information. J'aimerais bien. Je pense que j'y reviendrai d'une façon ou d'une autre un jour, ouais. Et oui.
Je sais plus. Ouais, moi aussi, mais j'ai vu des chiffres qui n'étaient pas les mêmes que ceux que me donnait mon éditeur, mais entre 6 000 et 10 000, mais je ne saurais pas vous dire. Il ne faut jamais croire les éditeurs. Ah non, il y a eu plein de petits retirages successifs, mais la première, ça a été 6 000 ou 10 000. Non, mais si vous voulez tout savoir, Antoine Gallimard était en vacances, donc il pouvait pas décider lui-même pour un gros retirage, donc ils ont fait des petits retirages. Après, ils ont fait des couvertures, pas des couvertures, parce que les couvertures, ça met plus de temps. Non, les questions sont compliquées, mais j'en sais rien, en fait. Mais ça se passe bien. Merci Aurélien Malgier. On n'a pas été très nombreux, mais vous voyez, la conversation a quand même été vive et animée. Donc vous trouverez à la sortie La théorie de l'information, ainsi que le livre précédent qui était un essai, Houellebecq, écrivain romantique. Vous trouverez également la revue Place Publique. Et puis notre prochain rendez-vous, alors dans un genre très différent, ce sera le 18 décembre. C'est un peu lointain, mais voilà, ce sont les hasards du calendrier. Nous invitons Jean-Louis Schlegel, qui est sociologue des religions, et Denis Pelletier, historien à l'école des hautes études en sciences sociales, qui viennent de diriger un ouvrage collectif dont on avait eu l'occasion de parler lors de notre précédente rencontre, qui s'appelle « À la gauche du Christ », qui est une histoire des chrétiens de gauche en France depuis la guerre, donc le 18 décembre. Voilà, merci, à bientôt. Merci.